vous présente mon invitée Muriel Waknin-Melki, présidente de l'Organisation juive européenne, avocate pénaliste. Bonsoir Muriel Waknin-Melki. Bonsoir Madame Desmurus. Je tenais à vous inviter Muriel Waknin-Melki parce que je voulais revenir avec vous sur le procès de Rachid Kenich, c'est son nom, aux assises de Lyon, qui s'est terminé cette semaine, qui s'est terminé jeudi, avec un verdict qui trouble. L'homme qui a poussé donc son voisin juif de 89 ans du 17e étage, c'était d'un immeuble à Lyon, les faits remontent à mai 2022. Il a été donc condamné à 18 ans de prison, mais fait extrêmement notable qui nous a pas échappé dans cette affaire. Le mobile antisémite n'a pas été retenu alors même que les débats tournaient autour précisément de la confession de cet homme. De quoi ce verdict est-il le nom, Muriel Waknin-Melki, selon vous ? Bien, écoutez, j'ai démarré ma plaidoirie à cette audience en rappelant la phrase d'Albert Camus, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde et à la misère du monde. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu émue. Oui. J'ai expliqué qu'en fait, il fallait véritablement nommer les choses pour ce qu'elles étaient et qu'on attendait de cette juridiction qu'elle fasse le même travail que les juges d'instruction et que le procureur de la République, qui eux avaient véritablement qualifié ce crime de crime antisémite, puisque c'est sous cette qualification-là que cette affaire est arrivée devant la cour d'assises. Oui, c'est ça qui interroge énormément. Ce qui nous a véritablement surpris, d'abord, d'une part, c'est la difficulté qu'avait la présidente de la cour d'assises à considérer que l'un des clichés qui figurait au dossier, qui était que les juifs avaient de l'argent, et c'était une idée prégnante chez l'accusé, était bien un cliché à caractère antisémite. Elle ne voyait pas les choses sous cet angle, donc ça a été la première difficulté que nous avons eue, et pour nous, elle était de taille. Et l'autre difficulté majeure, je crois, ça a été la position de l'avocate générale dans ce dossier, qui a décidé de ne pas requérir la circonstance aggravante d'antisémitisme et se détachant ainsi des réquisitions initiales, des réquisitions finales et de renvoi devant cette cour d'assises et de la position tout de même de 2 magistrats qui avaient suivi toute l'instruction. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que ça signifie en fait ce verdict ? Eh bien, je l'ai dit, je considère qu'en fait cette décision, c'est une décision qui est à l'image de l'antisémitisme qui gangrène notre société, et ça nous dit un petit peu l'état de notre société et la difficulté que nous avons en France à combattre le fléau qu'est l'antisémitisme. Voilà ce que cela signifie pour nous les avocats. Je plaidais ce dossier, je vous le rappelle, aux côtés de mon confrère Audi Bloch et de Alain Jakubowicz, qui était là pour les intérêts de la LICRA. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons véritablement étoffé les débats toute la semaine en posant je ne sais combien de questions à l'accusé pour justement mettre en exergue cet antisémitisme. Et je crois bien que nous y étions tout de même assez bien parvenus jusqu'à ce que cette avocate générale prenne ses réquisitions qui ont un petit peu cassé le travail que nous avions fait, nous, sur les bancs des parties civiles. Mais ça veut dire, Maître Muriel Waknin-Melki, que quand vous dites ça signifie effectivement, ça montre l'antisémitisme qui gangrène nos sociétés. Vous visez quoi directement le personnel, justement l'avocate, les magistrats ? Non. Ça veut dire simplement qu'en fait, si on n'arrive pas en France aujourd'hui à lutter contre le fléau de l'antisémitisme, c'est qu'on n'arrive pas à le nommer, on n'arrive pas à l'identifier, et qu'il y a encore des magistrats qui y vont avec des pincettes. Il fallait quand même entendre, c'est quand même quelque chose, d'arriver devant une cour d'assises à un niveau aussi élevé, entendre une présidente prendre la défense finalement de l'accusé en expliquant que le cliché antisémite que tout le monde vient d'entendre, ce n'est pas un cliché antisémite, et qu'on n'est pas obligé de le voir sous cet angle-là. Les juifs ont de l'argent, les juifs sont puissants, c'était ça ces propos. C'était les propos qui étaient tenus à la barre et qui étaient tenus dans le temps de l'instruction. On avait quand même un accusé qui a réalisé des vidéos où il se moquait d'un rabbin en l'appelant le sorcier. Les mots qu'il utilisait pour parler des juifs, c'était des mots comme les juifs sont durs, les juifs sont agressifs, ou encore les juifs sont des sorciers mafieux, ou des gangs, ou des chefs de gangs mafieux. On était là-dessus. Et malgré ces éléments-là, on a une juridiction qui dit circuler, il n'y a rien à voir. Ça paraît absolument incroyable. Alors, Muriel Waknin,
Aurore Berger a repris une proposition de loi de Caroline Yadan pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Aurore Berger qui répondait à une interview dans le JDD dimanche dernier. Le journaliste lui demande justement que vous inspire certaines décisions judiciaires dans lesquelles n'a pas été retenu le caractère antisémite. Aurore Berger parle justement d'une justice indépendante, mais qu'il fallait agir, que c'est le sens d'une convention signée avec l'École nationale de la magistrature, que connaît bien Georges Fenech ici, je vous interrogerai dessus, pour renforcer la formation des magistrats sur l'antisémitisme et ses formes contemporaines. Est-ce à dire que les juges ne sont pas assez formés, selon vous, sur ces questions? Ça paraît quand même ahurissant. Non, malheureusement, ce n'est pas ahurissant. Je me dis, et vous pourriez interroger aussi mon confrère Jakubowicz Bloch sur ce sujet, ils vous confirmeront. On a eu le sentiment qu'effectivement, il y avait un défaut de formation de la part de ces magistrats qui ne savent pas identifier. Et là, nous n'étions pas sur des nouvelles formes de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur l'antisémitisme, on était sur un antisémitisme basique, les clichés, les poncifs antisémites que nous connaissons depuis le Moyen-Âge. Donc il n'y avait pas de difficulté intellectuelle majeure à identifier ces formes d'antisémitisme. Alors oui, c'est un problème de formation, et puis ensuite une difficulté aussi parfois à apprécier ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, véritablement, parce que c'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il y a quelque chose de terriblement injuste finalement pour cet homme-là, qui avait 89 ans, qui finit sa vie dans ces conditions qui sont des conditions absolument dramatiques, qui est un homme qui a eu une vie très loin de la justice, qui n'a jamais commis le moindre délit, qui était véritablement une personne honnête, qui termine ses jours ainsi. En face, dans le box des accusés, on a quelqu'un qui a été plusieurs fois condamné, qui est dans les stupes, qui a une vie, un parcours extrêmement violent, et qui finalement il y avait une peine de réclusion criminelle à perpétuité sur cette affaire. Oui. Et il s'en sort avec 18 ans, parce qu'il a aussi bénéficié d'une altération du discernement, il faut aussi en parler. Oui. Parce qu'il entendait des voix, vous faites bien de le souligner. Ce qui nous rappelle d'ailleurs... Il a entendu une petite voix qui lui a dit de jeter son voisin juif par la fenêtre. Ce qui nous rappelle d'ailleurs l'affaire Halimi en 2017. Que nous avons évoquée. Nous avons évoqué, mais encore une fois, lorsque nous avons évoqué l'affaire Sarah Halimi pendant le cours des débats, nous avons eu une réaction de la Cour qui était incompréhensible. On nous a dit non, attendez, on ne va pas évoquer cette affaire-là. Nous ne sommes pas là pour juger l'affaire Sarah Halimi. Oui, mais c'est le même mode opératoire, c'est la même défense. Quand même, il y a beaucoup de points communs. Absolument, c'est même très troublant. Vincent Roy. Oui, bonsoir. Quels furent les mots même de l'accusé, maintenant du condamné, pour justifier son geste? Il a dit qu'il ne se reconnaissait pas, qu'il était dans un état second, qu'il était sous l'emprise d'un trouble psychique. Alors il avait avancé, lui, la prise de stupéfiants, sauf que les expertises toxicologiques n'ont pas trouvé de stupéfiants. Et puis là aussi, l'un des éléments marquants de cette audience, on a quand même eu 2 collèges d'experts qui ont expertisé ce monsieur. Les 2 collèges d'experts ont mal lu l'expertise toxicologique, ou peut-être ne l'ont tout simplement pas lu, et les 2 ont fait la même erreur. Ils ont considéré que l'accusé avait agi sous l'emprise d'une prise de stupéfiants. Donc ils avaient mal lu les résultats des expertises toxicologiques, ce qui a sans doute biaisé un peu leur expertise. Et voilà, donc on est aussi sur ce type d'erreurs quand même assez importantes. Alors moi, je n'ai rien contre les experts psy qu'on a en justice, mais quand même parfois... On a quand même non, mais cette affaire interroge, et c'est pour ça que je tenais à vous inviter. Vous avez eu raison. Merci encore. Je vous en prie. Non, mais restez avec nous, Muriel Wagnin-Melki. Georges Fenech, vous avez été magistrat, vous avez entendu ce chapitre effectivement sur les magistrats, cette nécessité qu'estime notamment Aurore Berger et Maître Melki de former les magistrats. Mais enfin, ils ont besoin d'être formés aux questions de l'antisémitisme. Pourquoi pas une formation? Non, mais ce que je veux dire, pourquoi pas, mais chacun doit pouvoir effectivement apprécier si un acte ou un propos est antisémite ou pas. Oui. Et les magistrats, en tout premier lieu, doivent évidemment s'informer sur ce qui se passe dans le pays. Moi, ce qui m'étonne, c'est que, si j'ai bien compris, l'avocat général n'a pas nié évidemment le fait qu'il pouvait tenir des propos antisémites par ailleurs, mais elle a émis un doute sur le moment du crime. Est-ce que c'était en raison de son antisémitisme? Alors même que, et ça c'est Maître qui nous le dira, l'avocate, il est établi, me semble-t-il, que une fois qu'il a commis son crime, il est allé ensuite prendre des documents dans les effets personnels de la victime, et notamment des textes religieux, donc hébraïques, et qu'il aurait découpé avec un ciseau.
Donc c'est quand même pas banal, ça signe bien qu'il y a un côté antisémite dans cette affaire. Et la question que je voulais poser à l'avocate, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ce jugement, cet arrêt de la cour d'assises, il est, me semble-t-il, définitif, puisque l'avocat général ne va pas faire un appel alors qu'ils ont obtenu gain de cause sur la peine et sur 18 ans de prison. Voilà, et que la partie civile ne peut pas faire appel à une décision au pénal sur l'action publique, en tout cas d'une cour d'assises. Donc cette décision est malheureusement définitive, n'est-ce pas? Maître Melki. Oui, c'est ainsi que je le comprends également, avec justement à mettre en perspective, et je vous le dis parce que je sais que M. Fenech est un ancien magistrat, la question qu'on se pose, c'est-à-dire que le garde des Sceaux a pris une circulaire spécifique aux actes antisémites il y a maintenant en octobre 2024, si je ne me trompe pas. Il en a repris une en 2025 pour justement demander au parquet d'avoir une fermeté dans les affaires à un caractère antisémite. Et donc sa circulaire était assez bien tournée, elle enjoignait les parquets à faire diligence, à juger rapidement et à juger fermement. Vous le savez, Monsieur Fenech, les avocats généraux, leur supérieur hiérarchique, c'est directement le garde des Sceaux, donc Gérald Darmanin. Donc moi, j'aimerais simplement que peut-être M. Darmanin lève son téléphone et s'interroge ou interroge l'avocat général qui a pris la décision de requérir l'absence de circonstances aggravantes d'antisémitisme, quand pour autant le parquet de Lyon avait fait exactement le cheminement intellectuel. Compliqué avec l'indépendance de la justice. Maître Melki, vous savez que depuis Madame Taubira, son ministère, le parquet, le ministre de la Justice ne peut donner aucune instruction individuelle aux magistrats, y compris le parquet. Non, ça j'ai bien compris. J'avais pas dit qu'il fallait passer le coup de fil avant. non, c'est ça. Je dis qu'une fois que c'est passé, et une fois qu'on constate que la circulaire pénale générale que l'on a communiquée au parquet n'a pas été respectée du tout, on peut peut-être l'interroger. Maître Wetnin Melki, je voulais aussi vous faire réagir sur, j'en parlais tout à l'heure, de ce projet de loi d'Aurore Berger, de Caroline Yadan à la base, qui lutte contre les nouvelles formes d'antisémitisme. C'est une loi que vous jugez nécessaire. Il me semble que vous êtes plutôt pas forcément pour, ce qui m'a étonné. Alors je voulais vous entendre, puis on terminera cette interview. Eh bien, écoutez, alors sur le contenu du texte, nous y avions travaillé moi-même, mes confrères de la LICRA. Donc on souhaitait effectivement que ce texte rebondisse sur la définition de l'antisémitisme telle que l'IHRA la prévoit. La création d'un nouveau délit sur l'appel à la destruction d'un État nous semblait une très bonne chose aussi. Là où nous avons une difficulté majeure, c'est le fait d'insérer ce nouveau délit dans la loi de 1881, qui est la loi de la presse, et donc de venir le soumettre au régime du droit de la presse, c'est-à-dire un régime qui est très très compliqué à mettre en œuvre, sur lequel la LICRA et nous-mêmes à l'OJE sommes vent debout. Nous considérons qu'au contraire, il faut sortir les délits de provocation à la haine, des injures à caractère raciste de la loi de 81 pour les remettre dans le code pénal, à leur place naturelle, je dirais. Et donc venir nourrir la loi de 1880 avec un nouveau délit, c'est priver le texte de toute efficacité. Et je dirais simplement pour que vos auditeurs comprennent, c'est une peine de 5 ans qui est prévue dans le code pénal et on passe à une peine de 1 an. C'est un mandat de dépôt qu'on peut donner quand on est dans le code pénal, mais qu'on ne peut pas donner quand on est dans la loi de 1881. Et la surprise, c'est qu'Aurore Berger, à l'issue des assises de lutte contre l'antisémitisme qu'elle avait tenues, auxquelles j'ai participé au mois de mars 2025, avait justement préconisé la sortie de toutes les infractions haineuses de la loi 1881. Message passé. Merci Muriel Wetnin Melki, présidente de l'Organisation juive européenne, d'avoir été avec nous sur Europe 1 et restez avec nous. On marque une pause dans quelques instants. On parlera du bilan d'Emmanuel Macron, puisque figurez-vous qu'il est très fier, Vincent Roy. Ça vous fait sourire. Je sens que, parce que j'ai entendu ce passage, c'est lunaire. Il va y avoir une réponse cinglante de Vincent Roy dans quelques instants sur Europe 1. Restez avec nous.